Les premières traces d'inégalité sociale, apparues en Europe il y a 7000 ans seulement, sont dérisoires. Des squelettes de chefs enterrés avec armes et bijoux, symboles de leur nouveau pouvoir et des richesses acquises par l'exploitation du travail de ceux qui leur sont soumis. C'est l'esclavage, antique et moderne, le servage médiéval. Mais à partir du XVIIIe siècle, une nouvelle forme d'exploitation se généralise en Europe. Son lieu, c'est l'usine, où travaillent des hommes libres, en théorie, ceux qu'on appelle des ouvriers. Dans la vallée de la Tyne, au nord-est de l'Angleterre, les vestiges d'une des toutes premières aciéries datant de 1730. D'autres ruines, plus récentes, comme on en voit aujourd'hui partout en Europe, celle de l'aciérie de Seraing en Belgique. Les ruines du XVIIIe siècle et celles d'aujourd'hui marquent le début et la fin d'une révolution sans précédent, dont ouvrières et ouvriers ont été à la fois moteurs et carburant, héros et victimes. Noël 1977, dans le Yorkshire, en Angleterre. Les Sex Pistols donnent leur dernier concert avant la dissolution du groupe. C'est un concert militant, pour les enfants de pompiers en grève, au Grand Pitcher Theatre d'Huddersfield. L'Angleterre industrielle est alors en pleine crise sociale. À Huddersfield, comme ailleurs, les usines ferment les unes après les autres. Ce sont surtout des filatures, certaines vieilles de plus de 2 siècles. Car c'est avec la croissance spectaculaire de la production textile, dès le début du XVIIIe siècle, que tout a commencé. Elle est portée par l'exploitation de centaines de milliers d'esclaves noirs dans les champs de coton du continent américain, qui fournit la matière première à moindre coût. Avant même tout progrès technique, cette croissance du marché du textile provoque un bouleversement complet de la chaîne de fabrication. Jusqu'alors, le tisserand, propriétaire de son métier, travaille chez lui, en famille. C'est une forme de sous-traitance. Il achète le coton ou le lin brut à un marchand de la ville, il le tisse et revend au marchand le produit fini. Mais à la recherche de profits encore plus importants, le marchand décide de prendre le contrôle de toute la chaîne. Il investit dans l'achat de plusieurs métiers qu'il réunit dans un seul lieu, la factory, l'usine. La production plus rapide et plus rationnelle lui permet de produire à moindre coût. Le tisserand indépendant ne peut pas lutter. Pour survivre, il doit aller travailler dans l'usine du marchand auquel il vend sa force de travail contre un salaire. C'est ce qu'on appelle le factory system. L'usine devient ainsi une machine à fabriquer de la classe ouvrière, avec pour matière première les centaines de milliers d'artisans et de petits paysans, obligés pour survivre d'aller travailler dans les centaines de filatures qui poussent comme des champignons dans l'Angleterre de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce qu'on appelle la révolution industrielle commence par une révolution économique. La nouvelle économie, centrée sur le commerce et la recherche du profit maximum, a également bouleversé les campagnes. Les champs autour d'Huddersfield en portent encore la trace. Alan Brooke, ancien mineur devenu historien. Autrefois, une grande partie de ces landes étaient des terres communales.
Tout le monde y avait accès. Mais au début du XVIIIe siècle, elles ont été clôturées. Les riches industriels, les dirigeants de manufactures, les propriétaires terriens et les fermiers les ont confisquées pour leur propre usage. Ils les ont entourées de kilomètres de murs de pierre sèche. Avant ça, les paysans dépendaient des terres communales pour leur subsistance. Mais une fois privés de cette ressource, ils ont été forcés de partir dans les villes pour trouver du travail dans l'industrie textile qui était en pleine expansion. La force de travail utilisée dans les premières usines a donc été obtenue par la contrainte. Non pas qu'on ait employé la violence physique pour chasser les gens de leur terre, mais l'évolution du contexte économique faisait que leur ancien mode de vie n'était plus viable. Pour survivre, ils devaient partir en ville et travailler à l'usine. La contrainte n'était pas manifeste, mais elle n'en existait pas moins. Et clôturer les terres a été l'un des moyens d'obliger les paysans à aller chercher du travail dans les nouvelles villes industrielles. La dictature de l'horloge a remplacé la dictature de la nature. Mais la nature est un maître bien plus aimable. En Angleterre, cette confiscation des terres communes s'appelle pudiquement enclosure, clôturage. Dans les Highlands écossais, on parle plus franchement de clearance, nettoyage, comme dans nettoyage ethnique. Le nettoyage, ce sont des hommes en armes au service d'un seigneur local qui chassent de chez eux les petits paysans, parfois en une seule nuit, et détruisent leurs maisons pour les empêcher de revenir. Les paysans sont remplacés par des moutons, le commerce de la laine étant alors particulièrement rentable. Le hameau d'Harriconan a été nettoyé en 1848. Once our valleys were ringing with sounds, oh, oh, children singing, but now sheep bleat to the evening and shillings stand empty and broken. New Lanark, une filature de coton écossaise du début du XIXe siècle. Elle est en pleine nature, au bord de la rivière Clyde, à quelques kilomètres du vieux village de Lanark. Ce qui surprend d'emblée, c'est la taille du site, qui n'a pourtant rien d'exceptionnel pour l'époque. Il regroupe les ateliers de l'usine et les habitations, où sont logés les milliers d'ouvriers et leurs familles qui vont travailler et vivre ici jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est une véritable cité ouvrière, avec son église et son cimetière, où l'on peut encore lire le nom de quelques paysans des hautes terres écossaises qui ont échoué ici après avoir été chassés de leur village. Stood with heads bowed in prayer while factors laid cottages bare, flames fired clear mountain air, and many were dead in the morning. Comme toutes les grandes filatures de l'époque, New Lanark est implantée au bord d'une rivière, la Clyde, dont elle dépend pour faire tourner ses machines. Au début du XIXe siècle, l'énergie reste encore traditionnelle. L'innovation est d'abord mécanique. C'est la mule Jenny, en français on l'appellera Jeannette, le métier à filet automatique dont l'emploi se généralise à la fin du XVIIIe siècle. La mule Jenny remplace l'ancien rouet et supprime du même coup le travail de dizaines de fileurs et de fileuses. Mais elle crée aussi une nouvelle demande de main-d'œuvre. Pour renouer les fils cassés, il faut être assez petit pour se glisser en dessous. New Lanark emploie 500 enfants, dont de nombreux orphelins, que leurs orphelinats louent à l'usine. Une pratique courante à l'époque.
La nature même du travail change. Ce qu'on appelait le métier, le savoir-faire dont l'artisan tirait sa fierté et qui lui permettait de fabriquer un objet de bout en bout, perd de sa valeur. Dans les nouvelles usines mécanisées, le travail est divisé entre plusieurs ouvriers. Chacun n'accomplit qu'un fragment de la tâche que la mécanisation rend encore plus facile à exécuter. Ce qui le met à la portée des femmes et des enfants, les OS de l'époque. De toute façon, les salaires sont tellement bas que la famille ne peut survivre que si tout le monde va à l'usine. Les enfants travaillent à partir de l'âge de 5 ans. Beaucoup moins payés, ils accomplissent des tâches totalement imbriquées dans celles des adultes et doivent eux aussi travailler jusqu'à 16 heures par jour. À la fin du 19e siècle encore, l'Américain Lewis Hine pouvait photographier ses enfants des grandes filatures.